Je présente mon musique, présenter au PWS. C'est un peu normal que ça soit. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous intéresser, après le moment de la rencontre que vous avez eue chacune avec ces femmes de sciences, à leur formation. Et donc, personnellement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup puisque je suis historienne de l'éducation des filles. Et donc, je voudrais savoir pour chacune d'entre vous, à des époques que vous avez étudiées où il n'y a pas de structure d'enseignement supérieur, il n'existe pas pour la période antique, enfin dans ce qu'on appelle structure d'enseignement, ou à des époques où les femmes ne sont pas acceptées dans cette structure d'enseignement supérieur, comment est-ce qu'elles ont pu se former? Est-ce que c'est dans leur milieu familial? Est-ce que c'est quelqu'un particulièrement dans leur famille qui les a initiées à ces disciplines scientifiques? Si elles ont été formées en dehors de la famille, dans quel type de milieu particulier? Est-ce que ce sont des autodidactes, etc. Hein? Donc toutes ces questions que je pense vous vous posez tous et toutes. Je commence. Je vais commencer par une anecdote qui est racontée par un auteur d'époque impériale, au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Hyginus, qui explique en fait comment la science médicale, comment l'art médical s'est ouvert aux femmes en invoquant l'exemple d'Agnodis, donc une jeune fille qui voulait étudier la médecine et qui n'avait pas le moyen de le faire parce qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc on est à l'époque classique hellénistique, donc IVe siècle avant Jésus-Christ, ce métier n'était pas ouvert aux femmes et elle voulait quand même écouter et apprendre auprès d'un médecin célèbre qui s'appelle Hérophile, qui enseignait à Athènes. Et le seul moyen qu'elle avait trouvé pour approcher ce médecin était de se déguiser en homme, de se couvrir la tête, donc se mettre des habits d'homme pour aller donc avec les autres étudiants écouter ce médecin célèbre. À un moment donné, elle étant très adroite et surtout très recherchée par les femmes des citoyens, elle a été accusée, en pensant que c'était un homme, de corruption des femmes de ses citoyens. Et on lui a fait un procès, donc ça c'est l'anecdote qui est racontée par Jean. On lui a fait un procès et pour montrer qu'elle était une femme, c'était un véritable dilemme. Elle a fini par montrer qu'elle était une femme en soulevant sa tunique, tout simplement, donc l'argument biologique, si vous voulez. Et puis elle était donc dans le dilemme, soit de montrer qu'elle était une femme et du coup elle était accusée, condamnée pour avoir effreint justement la règle qui interdisait aux femmes d'aller se former auprès du médecin homme. D'autre part, sinon, il y avait donc la punition qui pouvait tomber sur elle d'avoir corrompu les citoyennes. Finalement, elle a choisi donc la voie de la vérité. Elle a montré qu'elle était une femme. Elle a été soutenue dans son procès par des femmes de citoyens qui ont imputé aux hommes de ne pas tenir à leur santé. Et finalement, donc, elle a été acquittée. Elle a pu suivre ses études. On ne sait pas ce qui s'est passé finalement, si elle est devenue médecin ou pas. En tout cas, le plus important dans cette anecdote, c'est il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est la valeur étiologique de cette anecdote pour expliquer comment les femmes sont arrivées au métier médical et qu'il s'agissait d'une véritable nécessité sociale due à la pudeur des femmes de se montrer aux hommes. Donc première chose. Et deuxième chose, la surprise, l'étonnement de voir qu'elle s'était formée auprès d'un grand maître. Pourquoi cet étonnement? Parce que, et là je reviens justement à la question précise, parce que la formation médicale était assurée dans l'Antiquité auprès des pères, dans la famille, dans le cadre de la famille. Non seulement pour les femmes, pour les hommes aussi au départ. Il s'agit de véritables guénés des familles, donc du médecin, le plus célèbre que vous connaissez tous, est celui des Asclépiades de Cos, qui se revendiquait depuis Asclépios, forcément, donc dont Hippocrate, la famille Hippocrate. Mais en général, l'éducation des femmes se faisait donc auprès des pères. Il y a quelques exemples célèbres. Je pense juste un exemple célèbre, une dame qui s'appelle Antiochis de Toulos, une cité d'Asie mineure, qui était la fille d'un médecin qui s'appelle Diodote, qui est cité par Dioscoride comme une véritable célébrité de la médecine. Antiochis, elle était elle-même médecin. Je vais l'invoquer à une autre occasion.
et puis des exemples plus banals, disons, des inscriptions, des stèles funéraires montrant des femmes médecins dont on a toutes les disons, raisons de croire qu'il s'agit de filles de médecins. Et après, il y a, pour l'exercice du métier et pour la formation, il y a les maris. Donc, c'est soit des filles, soit des épouses. Et on a un exemple bien connu dans ma science, disons, d'une dame qui s'appelle Pantheia de Pergame, au XIIe siècle après Jésus-Christ, qui, elle, était l'épouse d'un médecin qui s'appelle Glycone, et la belle-fille d'un autre médecin, parce que son père était fils de médecin, donc la belle-fille d'un médecin qui s'appelle Philadelphos, toujours de Pergame. Et il y a des exemples aussi dans mon roman. Je pense à des couples de médecins, je pense à Nevia Clara et son mari Lucius. Peu importe, en fait, je ne vais pas faire ici toute l'histoire. Je vais juste faire le point sur cette question de formation médicale et en vous citant quand même une épigramme, parce que je pense que c'est assez intéressant et vous allez me dire si vous avez saisi le clou de cette épigramme. Donc c'est l'épitaphe que Glycone, le médecin Glycone de Pergame, avait érigé pour sa femme en louant ses qualités médicales. Adieu Pantheia, mon épouse, de la part de ton mari, je ne vous le lis pas en entier, tel tu as enfanté pour moi des fils qui nous ressemblent tous, tel tu as pris soin de ton époux et de tes enfants, tu étais toujours bien droit, tu tenais toujours bien droit le gouvernail de la vie à la maison, et tu as rehaussé une gloire médicale qui nous était commune, car bien que femme, tu n'étais pas en reste dans cet art. Je pense que c'est bien que femme qu'il faut retenir, et le fait qu'elle reçoit l'éloge de son mari, elle n'est pas la seule, mais c'est quand même le cas le plus saisissant. Voilà, donc une formation très familiale pour les femmes, très peu accessible de l'extérieur. Si les hommes pouvaient aller se former ailleurs, dans des centres médicaux comme Kos, Gnide, Alexandrie, plus tard Rome, Éphèse, Pergame, etc., les filles avaient moins de possibilités de voyage parce qu'elles sont beaucoup plus soumises à des contrôles masculins sur les questions de déplacement. Une femme ne se déplace pas si facilement. Donc, voilà pourquoi la formation finalement des femmes reste assez familiale et exercent, on a vu tout de suite, avec leur mari. Il y a des exemples de cabinets médicaux qui sont tenus par, d'un côté, l'homme qui fait le chirurgien et la femme qui fait l'obstétricienne. Parce que j'arrive maintenant à la spécialité des femmes. Donc elles sont la plupart des cas, donc gynécologue dans le meilleur des cas, obstétricienne, plutôt proche, disons, des maillailles, c'est-à-dire des sages-femmes, dans l'exercice du métier. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas monopoliser la parole. J'espère que j'ai répondu à la question. Tout à fait. Voilà, moi je voudrais partir d'abord d'un exemple qui peut-être vous est plus familier, c'est-à-dire la question de l'entrée des femmes dans les universités et du coup de leur formation antérieure, comment ont-elles pu oser franchir les premiers murs de ces universités. Pour le cas liégeois que je connais mieux, puisque nous venons de l'étudier, nous avons eu la chance à la fois d'observer dans les archives la version officielle donnée par les professeurs masculins de cette université qui finissent par accueillir la première fille en 1881 alors que l'université est fondée depuis 1817. Et nous avons aussi la chance d'avoir pu rejoindre la famille de cette dame et bénéficier d'archives personnelles avec des témoignages vraiment venant de l'intéressée elle-même. Et donc, on peut voir que cette fille, en Belgique, à l'époque, dans les années 60-70 du 19e siècle, il n'y a pas d'école supérieure, d'école secondaire pour les filles, et donc, cette fille a été formée dans la meilleure école locale qui était tenue par des Ursulines qui sont des religieuses spécialisées dans l'enseignement depuis l'époque moderne. Et donc cette fille a eu une formation de base pour devenir une bonne mère de famille, c'est-à-dire avoir tous les éléments en elle pour gérer un ménage et bien éduquer chrétiennement évidemment ses enfants. Et elle va vouloir franchir les portes de l'université et selon la version masculine, c'est parce que elle fait partie d'une grande famille et où il n'y a qu'un garçon. Et ce garçon est destiné à reprendre l'officine paternelle, le père étant pharmacien.
mais malheureusement, le fils est victime d'un accident, et par piété filiale, l'aîné des filles va vouloir essayer de reprendre le flambeau et donc va entamer contre vents et marées des démarches pour entrer à l'université. Et donc, dans les discours qui vont célébrer son entrée, et je passe les débats qui ont précédé l'acceptation de son inscription, mais en tout cas, quand on va l'accueillir, on va célébrer cette espèce d'abnégation d'une fille qui a les qualités viriles pour pouvoir essayer d'entrer dans cette université et qui le fait uniquement pour prendre la place du frère avec le soutien de sa famille. Et en réalité, en tout cas, l'autre son de cloche, bien sûr, il y a ce drame familial qui est présent, mais malgré tout, et bien avant le décès de son frère, cette fille, sortie de cette petite école, avec pour travail de fin d'études un immense travail de broderie, là ce qu'elle a en main pour entamer des études, et elle lit dans la presse que des filles dans d'autres pays, et notamment en Suisse, entrent à l'université, et elle veut entrer à l'université, et elle le déclare. Alors évidemment, quand elle va entrer à l'université, elle va être complètement dépassée par les événements dans un premier temps, et là, non seulement elle va bénéficier de l'encadrement familial, son père la suit pas à pas, mais aussi elle va attirer l'attention d'un ou deux profs qui vont, eux, être peut-être plus bienveillants à son égard, alors que les autres professeurs regardent l'oiseau rare avec beaucoup de suspicion. Ils vont être relativement bienveillants et lui donner des cours de physique, des cours de mathématiques supplémentaires, parce que cette fille est évidemment complètement déforcée par rapport à ses condisciples. Et donc, l'histoire se termine bien, elle va réussir brillamment, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est ces deux versions où on voit, d'une part, quand même, dans son journal personnel, le combat personnel de cette fille, avec le soutien, quand même, de sa famille, et en tout cas, le soutien paternel qui l'a aidé à surmonter les premières difficultés. Mais de l'autre part, le discours officiel à l'université, pour que quand même ce soit admis officiellement, il ne faut pas que ce soit une initiative féminine, il faut que ce soit simplement par piété filiale, et finalement, elle remplace le frère, et si le frère avait vécu, bien entendu, elle serait restée dans les rangs convenablement. Alors, deux autres éléments, mais j'essaierai d'être brève, concernant alors l'autre monde, et là, en reprenant le parcours de cette jeune femme, j'ai évoqué donc ces communautés d'enseignantes qui sont à ce moment-là encore au milieu du 19e siècle en Belgique, les seules possibilités pour les filles d'acquérir une formation. Donc, dans les communautés religieuses que j'étudie, bien sûr, là aussi, il y a un double discours. Le discours officiel est souvent répercuté par le milieu masculin, c'est d'essayer de montrer que pour être une religieuse vertueuse, il faut certes être formée, mais pas trop, et surtout pas intervenir de manière intempestive et de manière publique dans des matières qui ne conviennent pas, et même pour tout ce qui concerne le domaine du discours religieux, bien sûr, là, il y a une surveillance intensive de l'autorité masculine. Il n'est pas question que la femme outrepasse son rôle, et à l'intérieur de ces milieux privilégiés quand même que sont les monastères, elles n'ont pas à intervenir publiquement et à agir publiquement. Quand on voit dans les sources, en fait, ce qui se passe réellement, bien, on voit que ces femmes agissent beaucoup plus, et parfois avec l'assentiment aussi de l'entourage masculin. Et là, on doit quand même être très attentif au type de formation et ne pas se laisser piéger par les discours, parce que dans les vies très officielles qu'on va raconter de beaucoup de ces femmes, on va montrer que finalement, elles n'ont aucune curiosité intellectuelle, elles essayent d'être toujours les plus modestes et les plus discrètes possibles, et si par hasard elles brillent par ailleurs après coup par un savoir, ce savoir leur est tombé du ciel, elles n'ont évidemment jamais rien appris, tout cela c'est simplement par leur qualité morale et leur vertu qu'elles finissent par acquérir des compétences qu'elles mettent au service évidemment du bien et du salut de leur prochain. Or,
quand on voit, elles, ce qu'elles racontent, et ces femmes tiennent la plume abondamment, et c'est ce qui n'était pas encore beaucoup mis en valeur, et que depuis une vingtaine d'années, on cherche vraiment et on parvient maintenant à découvrir des quantités de textes de ces femmes qui racontent leur parcours du combattant, qui racontent comment elles se forment, comment elles acquièrent des livres, comment elles forment leur bibliothèque. Évidemment, on a aussi maintenant à notre disposition des études intéressantes sur les bibliothèques de ces établissements qui ne contiennent pas uniquement des vies pieuses et des bondieuseries. Il y a aussi des ouvrages d'abord dans le domaine religieux qui sont des ouvrages d'intellectuels, hein, mais il y a aussi des ouvrages à la fois, évidemment on ne peut pas en faire des grandes savantes, mais en tout cas des ouvrages de géographie, des ouvrages de sciences, des ouvrages de pharmacologie notamment, puisque ces femmes ont, d'abord pour celles qui vivent vraiment en vase clos, ben, elles essayent de se soigner par elles-mêmes, mais alors celles qui vont être appelées à tenir des hôpitaux, elles vont développer notamment tout un savoir qui va être évidemment opposé au savoir des médecins, et on a l'habitude d'opposer très souvent le sort de ces sages femmes non religieuses, laïques, qui vont être bien confrontées à cet autoritarisme grandissant des médecins dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais les religieuses elles-mêmes, qui acquièrent un savoir évidemment non pas dans des universités, mais parfois des savoirs qu'elles acquièrent tout en pratiquant cette médecine, mais aussi en se la transmettant de génération en génération, et en essayant aussi de profiter des contacts et des dialogues qu'elles peuvent avoir avec des médecins ou d'autres personnes compétentes. Elles diffusent ce savoir, elles le transmettent, elles l'écrivent, elles racontent leurs expériences, et on a là toute une série de témoignages, à la fois de tout ce qu'elles peuvent produire, transmettre, et parfois des difficultés qu'elles peuvent avoir de faire reconnaître ce savoir par des médecins qui veulent évidemment, eux, de plus en plus garder le monopole de ces activités. Donc voilà, alors ce qui est intéressant aussi pour beaucoup de ces religieuses, c'est dans ces lieux de formation sont aussi constitués par, d'une manière peut-être étonnante, ce qu'on appelle les parloirs, donc ces lieux d'interface entre le monde clos et le monde extérieur. Et ces femmes ne reçoivent pas que la famille, elles peuvent aussi, on peut dire dans certains cas, tenir des espèces de salons qui peuvent être des salons spirituels, où elles ont toute une activité de direction spirituelle, mais on en voit aussi qui ont des rencontres avec des gens, non seulement des théologiens, mais aussi des gens de science. Et je donnerai juste l'exemple ici d'une religieuse qui était dans un couvent particulièrement cloîtré, un couvent d'Annonciates célestes qui se jouxtait le carnavalet de Madame de Sévigné, qui les appelle les filles bleues parce qu'elles avaient des vêtements bleus célestes. Et l'une d'elles, par exemple, avait des entretiens avec un compatriote, elle était d'origine danoise, et elle avait régulièrement, dans les années 1650-1660, des entretiens avec un anatomiste qui s'appelle Niels Stensen, qui est aussi connu sous l'appellation italienne de Nicola Steno, et qui venait régulièrement s'entretenir avec elle de quantité de choses, dont la question évidemment de la preuve de l'existence de Dieu. Et puis, une fois qu'elle est retournée, cette religieuse est retournée dans son pays pour fonder un couvent près de Hanovre, et là, elle a entretenu une correspondance et elle a reçu à très nombreuses reprises Leibniz. Donc on voit une religieuse qui donne l'impression dans sa vie, si on ne lit que sa vie officielle, c'est une religieuse qui passe sa vie à prier, à des élévations spirituelles. Alors elle a, évidemment, pour elle, c'est quelque chose qui a de l'importance, mais ça ne l'empêche pas d'avoir aussi des contacts avec des personnalités. Alors ça n'en fait pas des femmes de science nécessairement, mais en tout cas ça en fait des érudites qui s'intéressent à toutes ces questions et qui ne peuvent manquer de transmettre ce qu'elles reçoivent dans ces parloirs à l'intérieur de leur communauté. Donc pour la période qui m'intéresse, donc la fin du XIXe siècle, le XXe siècle, c'est vrai qu'on a déjà eu une ébauche de ce qui se passe pour les pionnières dans l'université.
Je pense qu'il est important de savoir, c'est que entre 1500 et 1700, il y a vraiment une sorte d'âge d'or pour les femmes, parce que à travers les salons, les grandes femmes mécènes, etc., elles peuvent participer à la formation, à une forme de savoir. Et en fait, avec les Lumières, au courant du milieu du XVIIIe siècle, il y a vraiment un phénomène de spécialisation disciplinaire, de professionnalisation, qui contribue à l'exclusion des femmes. Et la remise en valeur des universités comme centre de formation, en fait, remet à l'honneur en fait un lieu où les femmes étaient exclues au Moyen Âge et où les femmes sont à nouveau exclues. Donc, il faut vraiment attendre la fin du XIXe siècle. Donc, les premières universités suisses, c'est dans les années 1860, mais ce sont que des étudiantes étrangères. Et c'est très important qu'elles soient étrangères parce que du coup, elles ne risquent pas de rentrer en compétition avec les Suisses nationaux, les hommes. Et pour donc le cas de la Norvège, pour moi, c'est dans les années 1880, donc comparable à l'université de Liège. Et voilà, et comme l'exemple que vous avez donné, c'est vraiment cette génération pionnière, sont des femmes qui appartiennent à des classes moyennes supérieures ou supérieures, souvent d'un milieu intellectuel. Elles ont reçu un soutien financier et moral de leurs parents, notamment de leur père. Et donc du coup, l'entrée à l'université, en fait, procède d'une série de débats, entraîne des séries de débats dans les pays sur l'éducation de la femme. Qu'est-ce que doit être l'éducation de la femme? Est-ce que c'est pour former de meilleures mères, de meilleures citoyennes? Est-ce que c'est pour aboutir à un métier? Et une grande historienne, donc Margaret Rossiter, sur l'éducation des femmes aux États-Unis, a montré que justement l'entrée des femmes dans ces women's college ne devait pas aboutir à la base à les faire entrer dans la profession, mais vraiment à les former de manière générale. Donc du coup, dans la première moitié du XXe siècle, on assiste à de plus en plus, l'entrée des femmes à l'université se fait de plus en plus généralisée, mais il y a toujours comme un peu dans l'époque grecque, c'est dans certains biais en fait. Il y a vraiment des spécialisations genrées. Donc ça sera en médecine, même toujours dans ce qui concerne la gynécologie, même dans les sciences biologiques plutôt, ou dans les langues, ce qui se retrouve toujours donc aujourd'hui comme on a vu dans les graphes plus tôt. Et il y a certaines disciplines disciplines qualifiées nouvelles à l'époque qui offrent plus d'opportunités pour les femmes. Donc ça peut être le cas par exemple de la zoologie, dans le cas de la première femme professeure en Norvège, qui du coup, comme la discipline n'est pas reconnue scientifiquement et donc elle apporte moins de reconnaissance sociale, donc moins de chances d'avoir un poste à l'université, c'était un biais pour les femmes d'avoir une carrière et de pouvoir se former au niveau scientifique. Donc pour donner un exemple très rapidement, donc Hélène Gleditsch, qui était la seconde professeure à l'université d'Oslo, donc elle est issue, pareil, son père était directeur d'un lycée en Norvège. Il a poussé à faire des études, mais d'abord de pharmacie, qui étaient des études plus normales en fait pour une femme en Norvège. Et petit à petit, en fait, elle s'est orientée vers la chimie et elle a bénéficié de l'aide de son mentor. Et donc là, j'aimerais souligner aussi l'aide vraiment des hommes déjà intégrés dans l'université pour promouvoir certaines femmes. Et donc ce mentor qui était en lien avec Marie Curie, en fait, lui a permis en lui écrivant des lettres de recommandation, en la recommandant auprès de Marie Curie, de partir à Paris et de se construire en fait une carrière internationale après en rencontrant en faisant d'autres voyages scientifiques. Et je pense que dans la période qui me concerne, les voyages scientifiques c'est quelque chose de très important dans la formation. Et voilà. Bien, c'est une excellente transition en direction de la troisième question qui va porter sur les circulations.